Merci à vous et merci plus particulièrement à Claude Pérez d'avoir débusqué cette phrase d'Éluard dans la correspondance Éluard-Pollan. Ce que je dis, je souhaite de toutes mes forces qu'on ait cru l'entendre, mais pas de moi. Elle pourrait servir d'exergue ou à ma communication. Alors j'ai souhaité intituler cet exposé par un mot piégé, un mot de l'ancienne rhétorique, par lequel on désignait des formes de pensée et d'argumentation où l'orateur trouvait à nourrir son inspiration et son discours le lieu commun. Le lieu commun, dans la rhétorique antique, pouvait soit désigner des formes générales d'arguments, comme l'antimème, le syllogisme, la pensée par le contraire, la remontée à la cause, soit renvoyer plus spécifiquement à un argument type, un topos. Pour prendre un exemple d'aujourd'hui, l'enfance malheureuse sert souvent dans un tribunal l'argumentation en faveur de circonstances atténuantes. Le lieu est dit commun parce qu'il est suffisamment général pour s'adapter aux divers contextes du discours, mais aussi parce qu'il concerne une communauté. Il est susceptible de varier dans le temps comme dans l'espace, et en cela, il ne se départ pas de certains horizons historiques et politiques. Par ailleurs, et Éluard acquiescerait, il ne se départ pas de certaines formes. Le lieu commun est une forme et non pas un contenu uniquement. Forme logique, si l'on entend lieu commun au sens de type d'argument, ou formule. Alors, vous aviez donné le mot grec tout à l'heure, je n'ai pas pu le noter. Oui, légomena. Comme peuvent être aussi les proverbes, si l'on entend lieu commun au sens d'argument type. Je reprends cette distinction à Olivier Reboul dans son introduction à la rhétorique. Par l'utilisation nouvelle qui prétendent faire du langage, en puisant dans un champ psychique plus large et plus fécond que la seule conscience, les surréalistes, et André Breton en tête, ont parfois fustigé le lieu commun. Je ne citerai à l'appui qu'une seule phrase du premier manifeste du surréalisme. Et les descriptions. Rien n'est comparable au néant de celle-ci. Ce n'est que superposition d'images de catalogue. L'auteur en prend de plus en plus à son aise. Il saisit l'occasion de me glisser ses cartes postales. Il cherche à me faire tomber d'accord avec lui sur des lieux communs. Alors, je retiens trois expressions de cette citation. Lieu commun, bien sûr, également carte postale et image de catalogue. Paul Éluard, vous le savez peut-être, était un collectionneur de cartes postales et il en fabriqua lui-même. Il accompagne de ses poèmes les collages de Max Ernst, dont plusieurs, et donc en particulier dans Répétition, dont plusieurs furent élaborés à partir de catalogues d'histoire naturelle. Et il ne cessa d'utiliser dans sa poésie ce que l'on appelle parfois des images toutes faites. Ne renonçons pas, loin s'en faut, à l'utilisation du lieu commun. Il fait au contraire du lieu commun le moyen privilégié, paradoxalement, pour accéder à l'inconnu. Mais de toute façon, voudrait-on se dérober, échapper au lieu commun, qu'on ne le pourrait sans doute pas. En chaque signe dort ce monstre, écrit Roland Barthes, le stéréotype. Je ne puis penser qu'en ramassant ce qui traîne dans la langue. C'est dans les leçons de Barthes. La revue au titre provocateur Proverbe, qu'Éluard fonde avec Jean Paulhan en 1920, témoigne de cet intérêt vif que nourrit le poète à l'égard de toute colocation, de toute forme figée, locution ou proverbe. Il sera bien difficile d'envisager dans le cadre imparti à cet exposé le vaste travail qu'entreprend Éluard dans Capital de la douleur ou alors dans les multiples sections de Capital de la douleur sur le figé, mais je voudrais simplement ici ouvrir quelques pistes de réflexion. À la suite de mon collègue Claude Pérez, je voudrais m'interroger sur ce qu'on peut retenir de l'expérience de la revue Proverbe qui éclaire bien en particulier Répétition. Comment les locutions et les collocations se glissent-elles dans le poème de Capital de la douleur? Dans quel domaine sémantique sont-elles puisées? Comment se combinent-elles? Effectivement, il me semble insuffisant de repérer qu'on a du figé
chez Éluard, il importe aussi de savoir quel est le domaine sémantique, quel est l'univers référentiel qui est visé par ce figé et comment on combine les locutions ou les collocations. Autrement dit, que peuvent nous dire ces associations sur le mode de signifier du poème? Premier point, donc, la revue Proverbe. C'est une revue lancée par Éluard qui aura eu une existence courte, mais assez remarquée, qui paraît de février à juin 1920. Alors, dans la photocopie que je vous ai donnée, à gauche, vous avez la couverture du numéro 5 de cette feuille mensuelle, qui est, le numéro 5 étant un numéro entièrement anonyme. À droite, vous avez la page intérieure du numéro 6, qui sera le dernier numéro, publié un an après les autres, en juillet 1921, et qui porte, la revue porte alors un double titre, et ça me paraît très intéressant. Elle s'appelle Proverbe numéro 5 ou 6, et l'invention numéro 1. L'invention qui est le titre même du poème d'Éluard, qui est publié dans ce même ensemble. Que recouvre ce que Pollan et Éluard appellent proverbes? On trouve plusieurs types de phrases. Des proverbes, stricto sensu, anciens ou nouveaux. Tout à l'heure, on a cité « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ». Au départ, c'est une maxime issue d'une moralité de La Fontaine, mais qui devient proverbe, qui entre dans le lot des paroles communes et finalement anonymes. Puisque le proverbe est essentiellement, il est générique, il est métaphorique, il a une énonciation anonyme, ce sont ses caractéristiques linguistiques, et aussi il est métaproverbial. L'énonciation du proverbe est toujours métaproverbiale, puisque quand on dit un proverbe, on cite un proverbe. Ou encore, dans cette même page, il n'y a pas que les boxeurs qui portent des gants. Alors je dois dire que le bout de la page, ma photocopie n'a pas réussi à tout prendre. Et malheureusement, il manque une citation que vous avez donnée tout à l'heure sur le déblayé. Je crois, enfin, non, je ne sais plus. Oui, c'est ça. En bas. Et puis il me manque aussi, je n'ai jamais, je n'ai jamais trouvé ce que j'écris dans ce que j'aime à la fin de l'invention. Il y a aussi des définitions dans Proverbe. Le proverbe peut être une définition. Dans le petit encart Proverbe d'Ada signé de Tristan Tzara et que je vous conseille de lire puisqu'il décrit, selon Tzara, le proverbe éluardien, on trouve une définition. Le proverbe est un proverbe qui est purement redondante. Il y a aussi ce que j'appellerais, à la suite des linguistes Klein et Lamirois, des routines conversationnelles. Tout à l'heure, on a parlé de parlure. Et c'est un type de phrase qui est extrêmement prégnant dans Capitale de la douleur. Exemple, comment vous appelez-vous? Moi aussi, de Philippe Soupeau, tout en haut à droite. Donc, comment vous appelez-vous? Ou qui trompe-t-on ici? Je citerai encore cette phrase d'Éluard qui plaisait beaucoup à Pollan. Où nous croyons-nous donc, qui est un retournement, j'y reviendrai tout à l'heure, de où vous croyez-vous donc. Donc les routines conversationnelles sont des énoncés figés dans leur forme. On peut même difficilement les modifier, sauf parfois certains pronoms. Sinon, elles perdent leur identité parce qu'elles ont une certaine pauvreté lexicale. Elles sont embrayées, souvent. Ce sont des phrases embrayées qui sont en prise avec l'énonciation. Et enfin, elles ont fréquemment un sens idiomatique, c'est-à-dire que le sens est supérieur à la somme des éléments de la phrase. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc ce sont des phrases de la conversation courante. On trouve également des tours de phrases. Faut-il croire? Je me demande un peu. Bonjour, c'est... Là, je vous donne même, dans le corpus éluardien, on a beaucoup de tours de phrases aussi de la conversation courante qu'on peut trouver dans Proverbe. Et puis aussi des aphorismes. Regardez ici, dans le volet de droite, prenez garde à l'idéal. Je n'aime pas les gens qui protestent, faites votre testament. Ou encore, à gauche, écrivez, et puis il y a toute une liste, dites, oubliez. Donc, diverses formes de verbes formulaires. Parfois, on a envie de qualifier certaines phrases, même d'Éluard. Donc là, évidemment, ça n'est pas que d'Éluard, mais de verbes formulaires, de phrases formulaires qui produisent l'impression, et je reprends la citation que vous avez donnée tout à l'heure, qu'elles ont
que ces phrases ont été dites par quelqu'un d'autre que celui qui les énonce. On trouve également des associations ou formules figées. Et c'est l'objet ici de cet exposé. Je restreindrai mon champ d'observation aux associations et locutions figées, donc qui sont au niveau du syntagme et non plus de la phrase. La pièce d'Éluard, L'Invention, reproduite dans Répétition, montre que ne sont pas moins proverbes des aphorismes, du type « je n'ai jamais trouvé ce que j'écris dans ce que j'aime », que des associations de mots que j'appelle collocations, enfin que j'appelle pas moi seule, l'art d'aimer, l'art libéral, l'art de bien mourir. Alors la collocation, une collocation est une association convenue dont le sens reste compositionnel, c'est-à-dire que dans l'art d'aimer, je n'ai pas de sens idiomatique, chaque mot signifie pleinement, c'est l'art d'aimer, même si ici ça prend valeur d'exemple par référence à Ovide. Donc chaque mot garde son sens plein. Alors on a parfois commenté cette liste, et vous l'avez fait tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder, mais on reconnaît Ovide, on reconnaît l'ars moriendi médiéval, traduit par l'art de bien mourir, l'art de penser, qui est la seconde partie du fameux ouvrage de Arnaud et Nicole de la logique ou l'art de penser, plus récent, l'art d'être grand-père de Victor Hugo, et j'ignorais l'art incohérent, j'avais vu l'art incohérent comme une formule neuve, et tout à l'heure, on nous a dit que ça renvoyait à un mouvement de 1880. Donc Éluard, bien sûr, joue sur l'amalgame de la liste en infléchissant la série du côté érotique, l'art de jouir, l'art de caresser, ou en retournant les attendus axiologiques et syntaxiques du mot art, en alliant art avec un complément particulièrement dysphorique, comme l'art de torturer, qui évoque aussi ce premier titre qu'avait choisi Éluard pour son recueil Capitale de la douleur, l'art d'être malheureux, titre qui, encore une fois, plaisait beaucoup à Pollan. Et on voit l'échange fructueux des mots, parce que l'art d'être malheureux, même si l'association est nouvelle, le mot art nous invite, en particulier en relation avec cette liste, à repérer des pratiques culturelles existantes, ce qui nous amènerait à identifier un type poétique d'art qui serait à la dimension du malheur et qui nous situerait peut-être dans une tradition lyrique. Aux côtés des collocations, un dernier sous-ensemble est occupé par la locution figée. La locution apparaît souvent comme tronquée. Ainsi, le poème anonyme que vous voyez à gauche, « Meilleur jour », convoque, sous une forme syntaxique simplifiée, se montrer sous son meilleur jour. Je pense, en écho à ceci, aussi au poème d'Éluard, « Le grand jour », page 138, qui renouvelle « Faire grand jour ». Le poème « Meilleur jour », qui ravive peut-être aussi une autre locution, se noyer dans un verre d'eau, élit la pénombre davantage que le plein jour comme meilleur jour, ou la lumière de l'étoile. Dans l'Invention, le distique « clair avec mes deux yeux comme l'eau et le feu » dessine en filigrane la locution « les yeux de feu », enfin qui est une semi-locution parce qu'il y a un terme qui renvoie toujours littéralement, c'est le mot « œil », mais « de feu » normalement peut renvoyer figurément. Et qui suggère un regard ardent. Il reprend encore, ce distique, les locutions « être l'eau et le feu » ou « être comme l'eau et le feu », ce qui me permet au passage de définir la locution figée. Vous voyez que « être comme l'eau et le feu » ne renvoie ni à l'eau ni au feu, ou pas nécessairement, mais renvoie à un autre sens qui désignant des caractères opposés. Donc il n'est pas forcément question d'eau et de feu. L'association de plusieurs mots dans la locution produit un sens qui n'est pas nécessairement compositionnel, mais donc il peut y avoir un sens compositionnel, mais en tous les cas s'y ajoute toujours un autre sens non compositionnel qui est un sens idiomatique. L'interprétation idiomatique de l'énoncé, en particulier chez Éluard, ne bloque en rien la saisie littérale, la saisie de l'énoncé au sens compositionnel. Clair, en effet, nous deux collocations, au clair, voir clair,
au clair, qui est une colocation élémentaire, l'autre plus intellectuelle, voire claire, les deux étant comme réunis et fusionnés dans la locution sous-jacente, qui est simplement évoquée par la conjonction comme, être clair comme de l'eau de roche. Étaient donc proverbes pour Éluard, sans doute aussi pour Pollan, les sentences proverbes, les locutions dites proverbiales, les exemples typiques comme l'art d'aimer, dont on disait qu'ils étaient passés en proverbes. Et du reste, j'ai trouvé dans la correspondance Pollan-Éluard un emploi par Pollan de proverbe en ce sens-là, ou de proverbial. Le TLF atteste de cette polysémie du mot que nous ne reprendrons pas à notre compte, mais dont il importe d'être conscient. La revue Proverbe entendait renouveler les lieux communs, augmenter le vocabulaire commun existant. Dans un article inaugural intitulé « Syntaxe », dont on sait qu'il a été écrit par Pollan, dans cet article, Pollan prône un bouleversement de l'ordre des mots, il dit du bâtiment des mots, pour modeler le langage et pour le rendre à même d'exprimer, par exemple, la vitesse de la pensée, son mode, pour changer le mode de pensée. Et également, pour Pollan, dans cet article, il s'agit de changer les habitudes des mots. Les expressions comme égalité d'âme ou présence d'esprit ont, écrit Pollan, perdu leur premier sens merveilleux à force d'être employés, sans parler des lieux communs épuisés, à sens grammaticalisé, tels que comme ou puisque. Donc là, il prend le lieu commun au sens de forme d'argumentation. Pollan conclut, les mots s'usent à force de servir, et quand ils ont une fois réussi, ne donnent plus beaucoup d'eux-mêmes, comme il arrive aux hommes. Capital de la douleur héritera de Proverbes sa traque de tout ce qui, dans le langage, fait autorité. Le meilleur jour, le grand jour, s'extrait de locutions qui valorisent le jour plutôt que la nuit. Mettre au grand jour, faire grand jour, se montrer sous son meilleur jour, part d'une valorisation du jour par opposition à la nuit. De contexte où la convention est valorisée plutôt que la création. La transparence, faire grand jour, être clair comme l'eau de roche, plutôt que la mystérieuse opacité. Justifier les mots, et c'est le sous-titre de la revue dont on a parlé tout à l'heure, c'est les saisir dans leurs habitudes pour en faire de nouveaux outils de communication. Mais c'est aussi les dépayser. C'est les rendre à leur pureté, terme cher à Éluard, qu'on retrouve dans la préface aux animaux et aux hommes, au recueil Les animaux et leurs hommes, les rendre à leur pureté en faisant le centre de ce que Tristan Tzara, dans l'encart Proverbe Dada, appelle de pure énigme sonore. De pure énigme sonore, c'est-à-dire que le proverbe se déploie non pas forcément pour dire quelque chose, et on trouve d'ailleurs cette locution dans Répétition, parler sans avoir rien à dire. Hein. On peut parler sans avoir rien à dire, il ne s'agit pas forcément de dire, mais de faire résonner le mot dans toute sa densité, dans toute sa sensibilité, hein, dans son caractère sensible. En inversant, je me demande un peu, qui trompe-t-on ici, page volet gauche, en je me trompe un peu, qui demande-t-on ici? C'est tout le présupposé d'un langage logique et vrai qui est remis en cause dans une manipulation Dada qui est fondée sur « je me trompe un peu ». Le retournement de « où vous croyez-vous donc ?» routine conversationnelle qu'on pourrait traduire par vous exagérez, vous êtes complètement déplacé, hein, donc qui n'a pas de sens compositionnel, c'est pas où est-ce que vous croyez, dans quel espace vous croyez-vous. Donc le retournement de où vous croyez-vous donc en un où nous croyons-nous donc à la fin de Mani, page 15, comme clausule du poème, redonne à l'invective pleine d'humeur un statut d'interrogation authentique et véritable. La formule tire sa force de sa polyphonie énonciative, avec une tension entre l'assurance dogmatique de la routine et le doute évoqué par cette transposition à la première personne.
Cette tension redouble le bégaiement syntaxique d'un poème qui a l'air de commencer de manière très assurée, en posant un cadre assertif, après des années de sagesse, et qui, au fond, n'a pas de centre syntaxique, hein, donc qui ne débouche, au fond, sur rien. Venons-en au deuxième point, les locutions figées. Et je vous demande de prendre l'autre document. Locution figée de Capitale de la douleur. Le relevé qui figure sur le polycope est loin d'être exhaustif. J'ai voulu regrouper des sous-ensembles de locutions figées, de l'extrait numéro 2 à l'extrait numéro 8. Le premier consiste essentiellement en locutions figées relatives au corps, c'est les extraits 2 et 3, et ce sont, dans la majorité des cas, des locutions verbales. Le second sous-ensemble regroupe un certain nombre de locutions souvent élémentaires ou à résonance religieuse. De l'extrait 4 à l'extrait 8, ce sont en majorité des locutions adverbiales. Puis j'ai regroupé par la suite des collocations, puisque l'expression se prend très souvent littéralement, ouvrir les yeux, fermer les rideaux, fermer les volets, voilà, toutes ces collocations-là. Comme le proverbe qui, à l'époque d'Éluard, pouvait évoquer la parole misogyne du mâle, et donc qui était relativement dévaluée, la locution est dépréciée. Bon, il s'agit de nuancer cette dépréciation, puisqu'on sait qu'elle a eu sa place aussi en littérature. Tout à l'heure, vous citiez Flaubert, vous citiez plusieurs auteurs chez qui elle a sa place. La locution évoque un langage démonétisé, de peu de valeur, qui n'a pas sa place en poésie. Dans le poème léger que constitue le premier extrait, un certain nombre de locutions forment une suite, et la suite, c'est précisément peut-être une suite de locutions, une suite de lieux communs, pour l'éclat du jour, des bonheurs en l'air, pour vivre aisément des goûts, des couleurs, pour se régaler des amours, pour rire, pour ouvrir les yeux au dernier instant, elle a toutes les complaisances. Locution en l'air, des goûts, des couleurs, pour rire, ouvrir les yeux et même avoir des complaisances. Aux côtés du sens idiomatique, les locutions sont justifiées, c'est-à-dire remotivées. En l'air, au contact d'éclat du jour, garde un sens concret, hein, les bonheurs en l'air, comme tenir en l'air, évoquant un jaillissement, peut-être même une explosion, hein, il y a le terme d'éclat qui est voisin, mais le voisinage de « pour rire », qui peut signifier « pour rien », on le retrouvera dans ce vers « d'au défaut du silence » qui est repris dans les nouveaux poèmes. « Ta bouche aux lèvres d'or n'est pas en moi pour rire », avec un jeu polysémique très fécond sur l'expression. Donc ce voisinage de pour rire autorise la réalisation du sens locutionnel en l'air, qui renvoie à une vacuité, jeter en l'air, mettre en l'air. Vacuité, ici, délivrée de toute condamnation morale, de tout jugement. L'association des goûts, des couleurs signifie littéralement, par le voisinage avec se régaler, donc goût avec se régaler, aussi par la mention omniprésente du regard, mais l'emploi du verbe existentiel « vivre » n'exclut pas une interprétation figurée de la locution. Cette tension entre sens locutionnel et sens non locutionnel affecte encore, pour rire, ouvrir les yeux ou encore avoir des complaisances. Par un collage invisible des locutions, et j'aimerais défendre l'idée qu'Éluard tente un collage invisible. C'est ce que dit Aragon à propos des collages de Max Ernst, en disant ce n'est pas la colle qui fait le collage. Et dans Max Ernst, quand vous voyez les gravures de Max Ernst, il puise effectivement des images de catalogue, mais c'est tellement bien intégré à ses propres ajouts qu'on ne voit plus le collage. On ne voit plus le collage. Et j'ai l'impression qu'Éluard procède de la même manière avec ses locutions. C'est-à-dire qu'il prend des locutions qui sont des espèces de blocs de signification avec ce sens non compositionnel idiomatique et il les démembre, il leur redonne toutes leurs couleurs sans perdre pour autant ce sens locutionnel et cette espèce de capacité de la locution à une figuration abstraite. Donc par
un collage invisible d'élocutions, Éluard construit la représentation unifiée d'un monde léger et vide, pourtant dépourvu de jugement négatif. On pourrait parler ici d'une naturalisation de la locution, puisque son intégration dans le poème produit un effet naturel. Alors qu'au contraire, on peut marquer le collage. Tout à l'heure, vous parliez des premiers collages de Braque ou autres, où on voit au contraire le matériau différent. Le collage est montré pour lui-même. Le récit en prose, pour se prendre au piège, obscur et illogique, comme peut l'être un rêve, voit se rencontrer des corps dans des locutions ayant pour effet de dissoudre provisoirement l'identité du sujet. Alors ma citation est très incomplète, c'était pour les nécessités de la page. C'est un restaurant comme les autres, faut-il croire que je ne ressemble à personne? Une grande femme, à côté de moi, bat des œufs avec ses doigts. Un voyageur pose ses vêtements sur une table et me tient tête. Il a tort d'insister. L'orage qui, par instants, sort de la brume, me tourne les yeux et les épaules. L'espace a alors des portes et des fenêtres. Le voyageur me déclare que je ne suis plus le même, plus le même. Parlez-moi des formes, j'ai grand besoin d'inquiétude. Grande femme, parle-moi des formes, ou bien je m'endors et je mène la grande vie, les mains prises dans la tête et la tête dans la bouche bien close, langage intérieur. Des formules banales, oscillant entre résonance triviale et résonance existentielle, soulèvent ici, comme on l'a dit tout à l'heure, la question de l'identité. Faut-il croire que je ne ressemble à personne? Je ne suis plus le même. Je mène la grande vie. La représentation finale du moi, les mains prises dans la tête et la tête dans la bouche, pourrait mettre en abîme la figure du dormeur, du rêveur éveillé, qui est une figure constante dans les poèmes d'Éluard. Mettre en abîme donc la figure d'un dormeur livré à la parole du rêve, au langage intérieur de la bouche bien close. Le rêve est monde à l'envers, tête dans la bouche, et non pas bouche dans la tête, main prise dans la tête, et non pas tête prise dans les mains. C'est que le corps se détache ici pour n'être pas simplement une partie du monde, mais pour être le principe d'une nouvelle ontologie, le tout originel, à partir de quoi le monde prend naissance. On a un corps qui est ici un réceptacle qui ouvre sur le monde. Les dessins de Man Ray qu'Éluard illustre de ses poèmes dans le recueil « Les mains libres » en 1937 agrandissent le corps à l'échelle du paysage pour favoriser une sorte d'échange de qualité. On a à la fois un paysage anthropomorphique et un corps paysage. La bouche close, dans le recueil « Capitale de la douleur », relaie régulièrement une autre image, les yeux fermés, comme seuil de la grande vie intérieure. Ainsi s'inaugure une relation indifférenciée entre dehors et dedans, entre monde et corps. L'orage, dans ce poème, tourne les yeux et les épaules, mais aussi peut-être fait se tourner le corps du dormeur. Quant au voyageur, il tient tête, à la fois parce qu'il résiste, et on a le sens locutionnel de tenir tête, il a tort d'insister, donc il tient tête. La paraphrase nous indique que ce sens locutionnel est réalisé, mais aussi il tient tête, il tient la tête, et il tient la tête du rêveur. La locution verbale, tenir tête, a priori contient un nom qui n'est pas actualisé, qui est non référentiel, mais qui au départ apporte sa part sémantique à la locution, mais dans un contexte où on retrouve toutes les métonymies du corps, le mot « tête » fait référence et la locution regagne un sens concret, compositionnel, en faisant surgir ici un corps qui n'appartient en propre à personne, un corps qui vivifie toute forme, pour reprendre un terme qu'Éluard emploie dans « Donner à voir ». C'est à la page 945 du premier volume de la Pléiade. « L'honneur de vivre vaut bien qu'on s'efforce de vivifier. Pense-toi fleur, fruit et le cœur de l'arbre, puisqu'il porte tes couleurs,
puisqu'ils sont un des signes nécessaires de ta présence. Ce rattachement du corps du dormeur à l'un ou l'autre des protagonistes du rêve débouche sur une figure syntaxique que je voudrais qualifier de dadaïste ou de surréaliste, la confusion des voix. Tenir tête, tourner les épaules, c'est un transitif au départ. Mais quand la locution est démembrée, tenir la tête, tourner les épaules de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, le verbe devient transitif et il régit un COD. La transitivité hésite entre un sens réfléchi, se tenir la tête, et un sens non réfléchi, tenir la tête de quelqu'un. De qui tourne-t-on les épaules ? On pourrait poser la même question. Le titre opérait déjà un changement de voix en admettant une construction réfléchie pour se prendre au piège, là où on aurait plutôt attendu une construction non réfléchie, puisqu'en règle générale, on prend quelqu'un ou quelque chose au piège. Ces dédoublements tiennent, me semble-t-il, au fait que Éluard maintient dans ses poèmes la figure du rêveur. On a le poème et on a souvent la figure du rêveur, en particulier en clausule de poème. La figure du rêveur qui vivifie la représentation. Telle est sans doute, du reste, la leçon qu'aura retenue Éluard des collages de Max Ernst. Je cite toujours d'en donner à voir. « Une interprétation véritablement matérialiste du monde ne peut pas exclure de ce monde celui qui le constate. La mort même le concerne, lui vivant, le monde vivant. Je ne sais si jamais poète a été plus pénétré de ces vérités fondamentales que Max Ernst. Et c'est une première raison de regarder, d'admirer ce peintre comme un poète très haut. À travers ses collages, ses frottages, ses tableaux, s'exerce sans cesse la volonté de confondre formes, événements, couleurs, sensations, sentiments, le futile et le grave, le fugitif et le permanent, l'ancien et le nouveau, la contemplation et l'action, les hommes et les objets, le temps et la durée, l'élément et le tout, nuit, rêve et lumière. » Alors je vais sauter à pieds joints sur l'extrait suivant pour accélérer un petit peu cette communication. Alors peut-être pas complètement à pieds joints, simplement l'extrait numéro 3 renouvelle avec art l'élocution « tomber la tête la première » ou « passer sa vie ». On avait mené la grande vie dans l'extrait précédent, on a passé sa vie dans l'extrait 3, je les ai mis en italique. Tomber la tête la première, qui prend un sens merveilleux, qui est chargé peut-être de rendre compte ici de cette plongée dans ce que le second manifeste du surréalisme appellera la descente vertigineuse en nous, favorisant, je cite toujours le second manifeste, l'illumination systématique des lieux cachés et l'obscurcissement des autres. Je poursuivrai en observant qu'on retrouve dans l'usage de locution adverbiale chez Éluard des contrastes qu'Éluard a repérés lui-même chez Max Ernst dans la citation que je vous ai livrée. Contraste entre le nouveau et l'ancien, mais aussi entre le fini et l'infini, le religieux et le profane. Alors ces locutions formé à partir d'un groupe nominal prépositionnel, mais où le nom est pris dans l'adverbe, donc il n'a plus d'existence purement nominale, à terre, dans leur élément, depuis le temps, de toute éternité. Alors sur mesure, c'est pas exactement ça, puisque un habit sur mesure, c'est ça qui fait plutôt locution. Ces locutions ont pour particularité, par rapport aux précédentes, de ne reposer que sur un élément du lexique. Dans de toute éternité, je n'ai qu'un élément du lexique, éternité. Alors que dans celle qu'on a envisagée jusqu'à présent, j'avais au moins 2 éléments. Du même coup, elles vont être presque plus imperceptibles, puisqu'il n'y a qu'un seul élément et il y a un figement qui est presque imperceptible. D'autant plus imperceptible que le nom est remotivé systématiquement de manière littérale. À terre, dans son élément, j'ai oublié de mettre ici aussi sur la terre comme au ciel, qu'on trouve dans le recueil,
toutes ces locutions sont dépaysées avec une bonne dose d'humour et d'impertinence. Dans la bénédiction, la locution est intégrée à un contexte pseudo-biblique, à la fois de Genèse et d'Apocalypse au son des trompettes. Comme souvent, l'usage qui est fait de la locution est un usage critique. À l'aventure embarque au nord, dans la trompette des oiseaux, les poissons dans leur élément. Être dans son élément exprime certes le bien-être, mais par référence à une vision figée des règnes, essentialiste, on pourrait dire. Ici, paradoxalement, c'est le poisson qui trouve son élément dans l'espace aérien des oiseaux trompettes. L'image apocalyptique nous a semblé particulièrement prégnante dans tout le recueil, mais je pense qu'on en dira quelque chose peut-être tout à l'heure dans la communication sur le mysticisme d'Éluard. En particulier dans « Mourir de ne pas mourir », où les références sont très, très explicites, et dont le titre lui-même est inspiré de Jean Delacroix et Thérèse d'Avila. En clausule du poème, de toute éternité, élargit le sujet, l'agrandit. Alors là, je cite, « Le cœur de l'homme ne rougira plus, il ne se perdra plus, je reviens de moi-même de toute éternité. » On a ici la définition même du lyrisme pour Jean-Michel Maupoy, agrandir le sujet. J'en viens à la citation numéro 7. « Le cœur de l'homme ne rougira plus. » Ah non, mais pardon, je l'ai lu. Donc ici, c'est dans cette citation, hein, « Il ne se perdra plus, je reviens de moi-même de toute éternité », c'est l'intériorité humaine qui est désignée comme incommensurable. Le cœur de l'homme n'est plus le pécheur de la Bible, jouant ici avec le sens moral et physique du verbe « perdre ». Vous savez, dans la Bible, la perdition est morale. Ici, on joue avec un autre sens du verbe, avec les deux sens. Éluard conclut sur un aphorisme puissamment assertif, « Je reviens de moi-même, de toute éternité », qui confère l'infini du divin, sans début ni fin. On dit de Dieu qu'il est de toute éternité, à l'humain. Quoique non recensée dans le TLF, la locution adverbiale « depuis le temps » est cependant commune, y compris à l'époque d'Éluard, j'ai vérifié dans Frantexte. On trouve cette expression dans « Silence de l'Évangile ». Des géants passent en exhalant des plaintes terribles, des plaintes de géants, des plaintes comme l'aube veut en pousser, l'aube qui ne peut plus se plaindre, depuis le temps, mes frères, depuis le temps. Dans Silence de l'Évangile, l'isotopie religieuse omniprésente aggrave le mystère et la profondeur de l'expression, sans lui ôter son statut plus léger de parole commune. Ah, depuis le temps... statut plus léger qui est donné aussi dans ce poème par la répétition. Depuis le temps, mes frères, depuis le temps. On le voit, plusieurs locutions sont sur le fil entre religieux et trivial, comme encore ce silence de l'Évangile qui déplace et retourne la commune parole d'Évangile pour détecter dans le silence du sommeil, et non pas dans la parole, l'espace d'une possible vérité. Si la parole d'Évangile, quand on dit c'est une parole d'Évangile, est une parole que l'on crédite par avance, de notre confiance, le silence oppose à la vérité, non pas le mensonge, mais la non-vérité. Ce silence évoque, par ailleurs, le silence de l'Apocalypse, silence d'environ une demi-heure qui, dans l'Apocalypse, suit l'ouverture du 7e sceau, préludant à une destruction-recréation. On voit ici qu'Éluard ouvre le champ de l'invention rhétorique. Il vient fixer sur l'élocution un nouveau mythe collectif. Locution et formule sont employées de manière à les déprendre d'un jugement qui donnerait la primeur au ciel sur la terre, au divin sur l'humain, à l'esprit sur le corps, à la raison sur l'imagination. Parmi les stéréotypes de Capitale de la douleur, il en est un qui subsume presque tous les autres, ou du moins qui est inclus dans plusieurs autres,
c'est le cliché des yeux fermés, fenêtres ouvertes sur le monde. Rien n'est plus commun, peut-être, que les collocations de la langue, fermer, ouvrir les yeux, baisser les rideaux, ouvrir, fermer la porte, ou le livre. On citait tout à l'heure le livre ouvert. De manière fine, par des changements de voix, par des reformulations, par des jeux de symétrie, Capital de la douleur identifie les yeux fermés à une fenêtre qui s'ouvre sur l'horizon. Je cite juste, parce que je vais aller plus vite, la citation 12. « Leurs yeux se sont levés plutôt que le soleil ». Ce qui m'intéresse ici, c'est « se sont levés ». Parce qu'on ne dit pas que des yeux se lèvent, on dit que le soleil se lève. Vous voyez que par juste un petit changement de voix, normalement, on dit « levez les yeux ». Par un simple changement de voix, le passage à une forme pronominale, il y a une identification. L'analogie qui est ici faite entre les yeux et l'horizon, le soleil, devient presque naturelle. Je passe sur ce motif. Donc, il me semble que les poèmes de Capital mettent en abîme le motif du poète plongeant dans le monde intérieur. Motif du rêveur éveillé, des yeux fermés, fenêtres ouvertes. Ce motif est un prolongement du fameux tableau de Chirico, en 1914, Le cerveau de l'enfant, qui représente un homme à moustache, les yeux fermés, un livre posé sur la table, livre signifiant l'inspiration. Ce motif reparaît en 1920 dans les champs magnétiques et dans bien d'autres endroits, mais là je cite juste quelques éléments. Un grand rire secoua cet homme qui, les yeux fermés, se tenait debout devant sa glace. Il est repris par Max Ernst dans un tableau qui s'intitule « Pietà ou la révolution de la nuit » de 1923, qui figure une Pietà inattendue sous les traits d'un homme à moustache. On retrouve nos moustaches et chapeau melon. On peut encore songer à beaucoup d'autres éléments de l'iconographie surréaliste, en particulier à cette composition de Magritte, « Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt », où les surréalistes en photomaton ont tous les yeux fermés. Dans Capital, le motif est associé, me semble-t-il, à la destruction, recréation apocalyptique. Ainsi, pour conclure, l'inspiration éluardienne fleurit sur le terreau du lieu commun. Par quoi Éluard entend ouvrir l'esprit. Je vais vite. Du lieu commun, le poète utilise subtilement, comme le ferait un peintre de la couleur, l'évidence sensible, sa capacité de figuration et d'abstraction, et aussi sa force assertive, son autorité. Éluard recherche la trouvaille dans la simplicité, la pauvreté, le déjà vu, le déjà dit, auquel il confère, par des associations nouvelles, par des sculptures rythmiques et prosodiques, je n'ai pas eu le temps d'en traiter, par un travail sur l'harmonie sémantique, par un travail sur la clausule, donc auquel il confère une qualité poétique.